merci de nous avoir invités à cette manifestation. J'ai beaucoup de plaisir de retrouver certains anciens camarades ici, notamment M. Chinel. Franchement, je suis très content. Donc, on va essayer d'apporter quelques réponses à M. Chinel, parce que nous, on vient quand même du terrain. On a beaucoup travaillé sur ces questions de commercialisation, de financement, de filières et tout ça. Voilà. D'abord, je vais commencer par vous parler un petit peu de la BAD. Donc la BAD, c'est une institution financière qui est issue de la BNA. Elle a été créée en 1982. Elle a le plus grand réseau d'agences à l'échelle nationale, 327, dans 39 directions régionales. La BAD s'intéresse pratiquement au financement spécialisé et dédié au financement du secteur agroalimentaire, en amont et en aval, au monde rural, à l'économie de montagne. Donc nous avons une nomenclature de financement qui dépasse les 300 filières, pour revenir un petit peu au concept de filière. C'est une nomenclature que je suis prêt à mettre à votre disposition, ça peut enrichir le débat, et surtout, essayer de trouver un petit peu des rapprochements entre... Donc, tout à l'heure, notre ami a parlé des potentialités de la vallée de Tizi Ouzou. Nous partageons le constat, effectivement, en disant que le relief montagneux de la vallée de Tizi Ouzou n'a pas empêché l'émergence de certaines filières agricoles et artisanales. Grâce à la volonté de nos agriculteurs, de nos artisans, de tous les intervenants, du mouvement associatif y compris, la vallée de Tizi Ouzou se distingue dans plusieurs industries, notamment la fabrication de fromage, l'oléiculture, l'apiculture, la production de viande blanche et bovine, la céréaliculture et d'autres filières de transformation. En matière de céréaliculture, nous sommes en train d'alimenter 18 wilayas à l'échelle nationale en semences. Le peu de territoire, le peu de terrain que nous avons est en train d'alimenter 18 wilayas. Vous vous rendez compte un petit peu? Chez Tahayin, ça veut dire 18 wilayas. À titre d'exemple, nous avons une riche palette de fromages à base de lait de vache et de chèvre, des produits localement, et mis sur le marché local et national par des unités de transformation industrielle et artisanale. Certains produits sont même exportés à l'étranger. Commercialisation, export. Je rejoins M. Chinel tout à l'heure en étant réaliste. Pour être compétitifs sur les marchés intérieurs ou extérieurs, nos produits agricoles du terroir doivent être produits en quantité suffisante. Je vais accentuer ma communication sur quantité suffisante. Et avoir une qualité, bien sûr, irréprochable. La labellisation leur confère la production et la certification à même de lui permettre d'accéder au marché étranger. Pas de souci. Cap sur la production. Donc, pour produire en quantité suffisante, notre pays a mis en place plusieurs dispositifs à destination du milieu rural, économie de montagne et l'investissement d'une manière générale. La concrétisation de ces objectifs a été confiée exclusivement à la BAD à travers la mise en place des lignes de crédit bonifiées pour les besoins en matière d'investissement et exploitation. En fait, dans le cadre de la feuille de route du pouvoir public, le ministère de l'Agriculture a signé des conventions avec la BAD. Donc tout ce qui est sur matière de subventions, de conventions, etc., c'est avec la BAD. Voilà. La question, pourquoi? Parce que nous sommes les plus implantés à l'échelle nationale. Donc ça va commencer sur la bancarisation. Donc, la répartition géographique de nos agences à travers le territoire national en témoigne largement. Nous sommes la banque la plus implantée, comme on l'a dit. Au niveau de la Ouled Tizi Ouzou, nous avons 2 agences réparties comme suit. Voilà. J'ai imprimé en noir, zone de montagne. Donc, nous avons 12 agences. Le relief, pratiquement, nous avons Drel, Mizan, Wadia, Narval, Nouassif, tout ça est découvert. Donc, tout à l'heure, quand M. Chinel parlait d'économie de montagne en Algérie, la loi de 2006, effectivement, elle existe. La réflexion, elle va au-delà du fonds d'économie de montagne. Parce qu'actuellement, les dispositifs mis en place par l'État, on les couvre. Hein. Ils sont largement couverts. Que ce soit dans le cas du PNDA, que ce soit du FNRDA, du PDR, etc. Il n'y a pas de souci. On sait, Jean Gem, Kanak, maintenant c'est la note. Donc, ces gens-là, ils ont bénéficié pratiquement de toutes les aides et avantages, etc. Chez Mazalken, mais juste, nous, ce qu'on a demandé à un certain moment, d'ailleurs ce matin à l'Assemblée nationale, il y a un député de la région qui a posé la question au ministre, c'est à savoir comment mettre en place un bassin, la reconnaissance de certains atouts de la région, notamment en matière de bassin laitier.
C'est une recommandation que moi-même et certains camarades avons essayé de pousser au niveau supérieur pour qu'on ait la reconnaissance. Exact. Donc, l'objectif numéro 1, on est bien d'accord qu'il faut augmenter les quantités. Les différents programmes mis en place, PNDA, pêche, dispositifs aidés, visant la promotion des produits du terroir et l'autosuffisance alimentaire, ont permis la création de plusieurs exploitations agricoles, de coopératives et des unités de transformation. La BADR a joué un rôle majeur dans cette politique via les différents financements mis en place. Récemment, présentement, les lignes de crédit d'Al-Fig et Tahdi, dont je vais en parler tout à l'heure, mis en place avec le ministère de l'Agriculture, contribuent graduellement au développement du marché national par l'augmentation quantitative et qualitative du volume des matières premières destinées aux différentes unités artisanales et industrielles de la région. Vous voyez un petit peu, on essaie de nous intéresser sur la matière première. Parce qu'on a beau dire que nous avons les meilleurs produits, à un certain moment, si on veut s'attaquer au marché international, il faut assurer le carnet de commande. Parce que j'ai été la dernière fois avec mes collègues, on a fait l'Albanie Firata, on a fait Ergen, on a fait Azazga, on a fait Wadia. Justement avec les artisans, on discutait un petit peu avec eux. La conclusion, elle est toute simple. On ne peut pas assurer le deuxième bon de commande. Ouais, un petit peu. Je suis modeste, hein. Je ne dirais pas plus que ça. Le premier, on peut l'assurer. Il y avait des bonnes femmes avec lesquelles j'ai discuté en matière de couscous. Bon, aujourd'hui, il y a un hôpital qui va vous faire une commande de couscous. Comment allez-vous honorer cette commande? Première question. J'ai été pragmatique, avec un langage très simple. الناس دوك ما تنسفهم مثلا تخلص سمانات مزور سي بون يكفي or que si elles se mettent en groupe en synergie, elles pourront faire face. Et là, en tant que banque, pour les décalages de trésorerie, entre le moment où elles livrent le produit à l'hôpital, etc., on peut prendre en charge, on peut mettre en place des petits financements, en attendant qu'elles soient payées pour acheter de la matière première, pour faire face à d'autres marchés, etc. Donc la banque, dans le cadre de sa médiation, elle maîtrise ce processus, il n'y a pas de souci. Mais la banque multi fait ce que donc il faut que les gens qui sont sur le terrain soient conscients, si on veut réussir des opérations de guerre, il faudrait qu'elles soient ensemble. Appelez ça coopérative, donc l'association, franchement c'est pas important. Mais l'essentiel c'est que si on veut assurer le deuxième point de commande, qui va assurer le troisième, le quatrième, ainsi de suite, et assurer la pérennité de cette activité, il y a un préalable. Stabilité de production aussi. Exact. C'est pour ça que parler de la commercialisation. Ouais. Ou bien on peut faire une passion entre la commercialisation et le financement et la production. Et du coup, j'ai essayé de faire un petit mix. Donc, cette augmentation favorisera le maintien des carnets de commandes à l'international. Maintenant, si on est sur une logique à l'international, c'est encore plus compliqué. Parce que vous allez avoir des marchés que vous allez signer. Et si jamais vous n'aurez pas vos commandes, ce sera la dernière. Vous voyez un petit peu. Donc les artisans et agriculteurs doivent se constituer en groupement. On a des coopératives parce qu'à la base nous avons une très, très, très grande expérience en matière de gestion des coopératives agricoles. Elles sont toutes chez nous. Donc en matière d'agriculture, d'élevage, etc. elles sont chez nous. Du coup, les clients ou les porteurs de projets qui viennent nous solliciter un petit peu pour la faisabilité, on prend beaucoup de temps à leur expliquer l'utilité. Parce que les gens, quand même, ils sont conscients que c'est du business. Comment gagner de l'argent ensemble. Tout à l'heure, vous avez très bien parlé en disant qu'il faut vendre. Là, pour vendre, il y a des mécanismes, il y a une culture, il y a une adhésion. Le plus gros problème que nous avons recensé sur le terrain, justement, c'est l'adhésion. C'est qu'ensemble, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Et quand on intervient en tant qu'institution au milieu de ces agriculteurs éleveurs, il y a une assurance quelque part. On doit dire attention, c'est nous qui allons vous payer, c'est nous qui allons faire ça, c'est nous qui allons. Donc, nous préconisons de commencer, alors tout à l'heure je dis les artisans et agriculteurs doivent se constituer en groupement, coopératif pourquoi pas, pour faire face au marché national et international en temps, en quantité régulière et qualité. Pour notre part, notre expérience au niveau de la BAD, surtout ce que nous faisons en ce moment, nous préconisons de commencer, pour répondre un petit peu à M. Chinel, nous préconisons de commencer par les unités de production artisanale de fromage. Identifiées parmi les potentialités locales, pour les raisons objectives, c'est après. Voilà ce que nous avons exposé.
Nous avons 36 unités industrielles actives. Hein. Nous avons une capacité de transformation journalière de 1 370 000 litres. Chaque jour, les unités reçoivent 1 300 000 litres de lait. Le lait nécessaire pour la fabrication est produit localement par 5600 et quelques éleveurs. Et au moins, la liste est scellée. Pourquoi? Parce que chaque jour, on finance des dossiers dans le cadre de l'ANGEM, dans le cadre de la NAD, et dans le cadre de différentes formules de financement dont je vais parler maintenant. Le cheptel global est de 74 000 têtes, dont 33 000 vaches laitières. 195 éleveurs de cabras aussi. C'est non négligeable. Pour revenir à l'économie de montagne, la réponse, elle est là. Donc, 195 éleveurs de cabras qui totalisent un cheptel de plus de 45 000 têtes, dont 23 000 chèvres. Une petite expérience, avant-hier, j'étais à El-Hama, en tournée. J'ai discuté avec des jeunes qui ont des microcrédits en GEM. Des jeunes, dans une agence, je discutais avec eux. Là, ce coup-là, le lait, comment vous faites pour le lait? Et c'est même pas qu'il y a un marché. Là, mais comment vous vivez de cette activité? Mais une fois que les naissances, ils vendent, ils gagnent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Moi, je vous dis, le terrain. Je peux... Même le contrat avec l'entreprise, on va vous le faire. C'est de l'accompagnement gratuit. On le fait par conviction. Vous voyez un petit peu. C'est du concret. Et les gens, ils étaient plus curieux. Et là, l'ANGEM, c'est un organisme, quand on a ça, ils ont affiché de tous les gens, de toute la jeunesse, etc. Et on peut les mettre ensemble. On créera une coopérative virtuelle. Et comme ça, parce que c'est la finalité qui compte. La finalité, c'est qu'une fois qu'une literie a besoin, par exemple, de 1 million de litres, j'exagère. Achète ça, parce que c'est une checklist de tous les éleveurs de la région. Une petite fiche technique, etc. Un simple fichier Excel va vous donner une simulation du besoin. Vous les contactez. Vous les contactez. Nous, on met en place les crédits nécessaires pour acheter la collecte de lait des finances, parce que les litres, on met à leur disposition une ligne de crédit. Ça veut dire que ça aide, monsieur Koukhoulas. Toujours, je continue dans la logique de la filière laitière. Le classement de la Wilaya, comme l'a dit tout le collègue, nous sommes 4e à l'échelle nationale et 5e en matière de production. Cette position, actuellement, on essaie de la sauvegarder, parce que l'Algérie de 48 wilayas n'est pas 58 wilayas. Et toutes les wilayas d'Algérie ils ont compris qu'il y a un enjeu stratégique sur le lait. Donc c'est tout le monde qui est en train de tout faire pour augmenter la capacité. Donc, ce qu'on fait actuellement dans le cadre de notre mission, dans le cadre de notre stratégie locale, c'est d'augmenter justement le maximum cette capacité de production pour maintenir la position et pourquoi pas ne pas la tirer vers le haut. Imaginez un instant si on avait réussi à décrocher un texte pour classer la Wilaya Tizi comme bassin laitier, avec tous les efforts que nous faisons. Nos amis de la PN, ce n'est pas garbé, parce qu'on est parti sur une conviction. Et là, ils sont en train de défendre le dossier aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Donc, si on arrive à avoir le statut de bassin laitier, c'est comme le label dont on parlait tout à l'heure, mais là, c'est à l'échelle encore plus. On sort un petit peu de la problématique de la labellisation au sens comité, etc. Là, c'est carrément un ministère qui reconnaît une région entière. Ce n'est pas un village, ce n'est pas un comité, ce n'est pas une association, c'est toute la région, toute la wilaya. On a été sur une approche un peu plus, on va dire, macro. Vision export, labellisation. Bon, le label à l'échelle nationale, au niveau en Algérie, il ne se pose pas de problème. Parce que avant, tout le monde pensait que l'huile était kabyle, l'échelle nationale. Donc il y a ce label. À Alger, quand vous allez acheter de la viande, est-ce qu'il y a à Souven, il n'y a pas de problème. Vous voyez un petit peu. Ça, c'est des labels naturels. Donc on essaie de travailler un petit peu sur cette matière-là pour dire que faut les sauvegarder, il faut produire. Sauf qu'à l'international, c'est autre chose. Même si nos amis d'Azazgar voudraient bien manger de la viande d'Azazgar, c'est autre chose. Donc il faut passer par la labellisation en disant que c'était l'outil stratégique. Je ne vais pas répéter ce que ont dit mes prédécesseurs. Vous êtes dans le tempo, bravo. Juste, je vais rajouter quelque chose. Donc oui,
La loi de 2008, effectivement. Alors, je vais dire un mot sur la loi d'orientation agricole de 2008. Les financements qui sont actuellement en vigueur en matière de tahdir al-fiqh, c'est des financements qui sont prévus dans le cadre de la loi sur l'orientation agricole, y compris la labellisation. Donc, c'est une loi cadre, j'invite pratiquement nos amis de la DSA à la rediffuser encore et encore. Parce que maintenant, on découvre encore des choses dans la loi agricole qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ne pas faire des ateliers philosophiques? C'est très, très important. C'est une loi cadre, vous voyez. Donc, voilà. Financement BAD. Donc, grosso modo, ce qu'on fait actuellement en matière de financement à la BAD, nous avons des financements à court terme, moyen terme et long terme. Nous avons un dispositif idée. Nous sommes en train de lancer un segment par rapport à la finance islamique. Vous savez que l'Algérie, la Banque d'Algérie a mis en place un règlement qui autorise la finance islamique. Maintenant, toutes les banques publiques, pratiquement, sont en train de développer une fenêtre islamique. Bon, on pourra parler peut-être une autre fois sur ça, mais ce qui est bien dans les produits islamiques, nous avons des produits qui sont destinés justement à l'artisanat relaté. C'est carrément à la production. On va essayer de vulgariser au fur et à mesure avec nos amis du Haut Conseil islamique, M. Boujiri et tout ça. On en a parlé. Donc nous avons une ligne de critères, Tahdi, c'est le défi. Donc elle a été acquise entre la BAD et le ministère. Cette ligne de critères est importante. Dans sa dernière version, sur la convention date de 2020, c'est un crédit d'investissement individuel ou fédératif, c'est-à-dire collectif. Donc, c'est un crédit d'investissement bonifié, ça veut dire que le taux d'intérêt est supporté par le Trésor public. Il découle d'une étude de rentabilité. Tout à l'heure, je ne sais pas si M. Schneck a parlé de viabilité, de rentabilité, c'est important. Parce que si on ne fait pas une étude de rentabilité, de viabilité, on ne pourra réussir ni tahdi, ni commerce équitable, ni rien du tout. Parce que quelque part, c'est du business. Il faudrait qu'il y ait une base, à la base déjà, les produits sont compétitifs, ils sont. Voilà. Donc ils peuvent revêtir deux formes individuelles et une forme fédérative. La forme fédérative s'adresse aux opérateurs économiques, transformateurs conditionnels. Un exemple tout simple, prenez l'exemple d'une laiterie. Une laiterie, c'est une usine, elle transforme du lait. La laiterie, elle a un problème d'approvisionnement régulier en matière de lait. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que banque? Généralement, les grosses laiteries ont mis en place à leur disposition une ligne de crédit d'investissement. On lui achète une centaine de têtes de vaches, en fonction de ses besoins. À son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sélectionne parmi les clients collecteurs, etc., éleveurs, elle met à leur disposition le cheptel. C'est un compte et chaque matin, la production quotidienne de lait, elle vient à la laiterie. Voilà ce qu'on est en train de mettre en place en matière de crédit d'investissement. La forme de tahdi individuelle, vous allez voir maintenant, c'est une forme aussi qui permet à toutes les entreprises, aussi petites soient-elles, de bénéficier d'une petite chambre froide. Parce qu'on ne peut pas faire un produit de qualité et le voir payer, etc. Il faudrait des capacités aussi de stockage, de froid, de cuvaison, tout un accompagnement qui se fait. C'est-à-dire qu'indépendamment de la passion, on aime faire le fromage, on a fait tel et tel produit, il faut essayer de sauvegarder sa production. Et si nous sommes dans une dynamique, dans une perspective d'export, je vous assure que vous avez besoin de capacités de froid importantes. À remplir un conteneur de fromage, par exemple, ce n'est pas évident. Il faut d'abord avoir le carnet de commande pour un conteneur. Donc, vous voyez qu'on peut les financer que dans le cadre du tahdi. Simple tahdi. Le fédératif, on a dit que c'était pour les grandes entreprises. Tahdi individuel, on peut mettre ça jusqu'à 10 milliards, 100 millions de dinars. Pour le fédératif, jusqu'à 200 millions de dinars. Ce qui est correct pour une entreprise. Vous mettez à sa disposition 20 milliards en matière de cheptel. En dehors du tahdi, la BAD aussi, elle accompagne les petites et moyennes entreprises avec des crédits mis en place avec la DGT, avec le ministère des Finances. Donc, tout ce qui est agro-industrie, la boisson, l'emballage, chaîne de froid, pêche, etc. Le domaine d'intervention du tahdi des choses, c'est la création d'équipements de nouvelles exploitations agricoles, modernisation des exploitations, l'intensification, la transformation, la valorisation des produits agricoles et d'élevage. La seule condition, c'est que les projets, il faut qu'ils soient approuvés par un comité technique au niveau de la DSA. Au niveau de la DSA, il y a un comité technique où nous sommes membres
C'est là où les dossiers sont étudiés pour octroyer ou non la bonification aux bénéficiaires. Donc le taux d'intérêt est à 5,5. Alors ce qui est bien dans le taux d'intérêt à 5,5, c'est l'entreprise reste sur 5 ans. Elle ne paye rien du tout. Elle est bonifiée à 100%. 5 ans. Au-delà, il y a un intérêt dégressif qui est opéré. Parce qu'on considère qu'au-delà, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, ça veut dire que quelque part, le taux bonifié il est à 100% pendant les 5 premières années. Si vous allez jusqu'à 7 ans, vous allez payer 1%. Si vous allez jusqu'à 9 ans, ça, vous aurez 3%. À partir de 10 ans, le bénéficiaire supporte 100% du coût d'intérêt. Parce que la logique d'un crédit à moyen terme, c'est 5 ans. Donc au-delà, ça veut dire que soit l'investisseur est en train de réinvestir les sous ailleurs, soit il est en train de construire, soit... Ça, il est exonéré d'intérêt. Il est exonéré. 5 ans. 5 ans. Donc en 5 ans, imaginez un petit peu, pour une entreprise qui démarre, vous allez avoir 2 ans de différé, 3 ans de différé. Durant les 3 ans, vous allez reconstituer votre fonds de roulement. En 4e, 5e année, vous pouvez rembourser facilement. D'accord. Voilà la logique. Les autres années, c'est pas c'est le trésor. Oui. C'est le trésor qui... Oui, oui. Et qui supporte justement le... supporte. Oui, voilà, grosso modo, une petite fiche technique. D'ailleurs, je la mets à votre disposition. Allez sur la page Facebook, vous allez sur Facebook, Badr de Tizi Ouzou. On a toutes les fiches justement. Même la communauté universitaire, ils ont tellement téléchargé. Elle est à jour. C'est la dernière fiche qui a été validée par le ministère de l'Agriculture là-bas. Donc ça parle de ressources hydriques, réhabilitation et réalisation d'ouvrages, captage de sources par rapport au forage puits, c'est important avec le stress hydrique que nous vivons actuellement. Création d'infrastructures de stockage, bassins d'accumulation, équipement pompage, etc. Ça, c'est toute la partie irrigation. Nous avons aussi l'acquisition de facteurs de production, les intrants, la semence, greffage, matériel et petit outillage agricole, acquisition de moyens de transport spécifiques, acquisition de cheptel, etc. Donc les infrastructures, stockage, transformation, conditionnement, valorisation. Si quelqu'un veut faire une chambre froide, bref. Pratiquement dans la nomenclature de la Badr, c'est le Tahdi qui fait exception. Parce que la Badr, dans sa vocation, elle ne finance pas la construction. C'est un peu la Knabzik, des autres mots. Avec Tahdi, justement, on a été autorisé par les pouvoirs publics à accompagner l'investisseur en matière de concrétisation d'infrastructures. Pour vous dire que les pouvoirs publics, dans cette stratégie, ils ont eu une vision macroscopique de la situation. Si une banque finance, par exemple, une machine, alors que pour accélérer le développement économique national, il y a une infrastructure. Et là, dans la nomenclature, ils nous ont autorisé, on opère. On met en place l'infrastructure, on met en place l'industrie, on met en place le cheptel, on met en place... L'étude de faisabilité, oui. L'étude économique aussi. Oui. Et enfin, la production artisanale. Donc, en matière de production artisanale, vous avez pratiquement tous les équipements de production artisanale. À partir d'équipements, chaque artisan, pratiquement. Voilà. Donc, la fabrication de tapis, laine, tannerie, etc. Le Tahdi fédératif, comme tout à l'heure, j'ai un peu limité par rapport au lait, alors qu'on peut financer aussi d'autres industries. L'industrie de la tomate au niveau de l'Est, c'est avec cette ligne de crédit qu'elle a été reprise. Aujourd'hui, si vous allez dans les étalages, dans les supermarchés ou supérettes, il y a de la tomate industrielle en conserve, en quantité et surtout diversifiée. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est qu'on assiste au niveau de l'Algérie du Nord à une certaine vocation agricole par région, qui s'installe toute seule. Tout à fait. En fait, ça c'est un peu un feedback historique. Hein. Oui. C'est un retour aux origines, parce que les terres de l'Altaf jusqu'à la frontière, voilà. J'ai fait pratiquement toutes les communes. C'est la tomate industrielle. C'est la tomate industrielle. Oui. D'ailleurs, à un certain moment, les agriculteurs de la région ont souffert parce que la filière industrielle, elle était pratiquement bloquée. Oui. Elle était bloquée pour des raisons. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils se sont reconvertis dans la carotte, etc. En 2016, si ma mémoire ne trahit pas, la première mission que nous avons effectuée, on a été les voir sur place.
On leur a dit, est-ce que si on revenait à la tomate, à l'industrie, vous allez revenir vous aussi à la matière première? Au départ, ils ont hésité. Maintenant, après ça, ils ont vu qu'il y a des subventions. Il y a un intérêt réel. Non seulement ils sont revenus à la banque, non seulement ils ont ouvert des comptes bancaires, non seulement ils ont des bas de la SMS, maintenant ils reçoivent des retours par SMS. Il a fallu une période, c'est tout. Parce qu'ils ont vu concrètement que des semi-robots pour la tomate en matière première et des semi-produits du produit fini en sens inverse, c'est du business. Et pour la transformation, l'installation des usines de transformation, c'est ce qui manque surtout. À l'Est, il n'y a pas de souci, parce que les anciennes unités ont été rénovées, parce que finalement c'est de l'inox. C'est de l'inox, ils ont été rénovées. Il n'y a pas réellement de besoin en capacité. Parce que j'ai vu une entreprise à Nava, quand on rentre à l'intérieur, c'est un musée. C'est ça. C'est un musée. J'ai vu la première machine de son grand-père qui remonte aux années 50. Il lui a greffé un processus des années 60 à côté, et ça marche, et ainsi de suite. Si quelqu'un veut faire, un ingénieur veut faire une petite visite pour voir un petit peu l'histoire, il y a là. Mais le problème reste toujours posé au niveau du Sud. Le Sud, bon, il y a des petites unités qui sont installées en ce moment. Certains demandent justement au ministère de l'Agriculture ce qui est une bonification pour 2 cultures par an. Il y a tout un débat sur la question. Mais ça n'empêche que l'industrie de la tomate, en Algérie, si on revient 20 ans en arrière, il y a un effort. Franchement, l'effort, il se voit dans les supermarchés, dans les étalages. Ensuite, la partie sud, actuellement, il y a un programme d'intensification en matière de plantation, donc il y a un bon résultat. Moi, je pense que les unités industrielles finiront par suivre. C'est clair. C'est bon. Le fixe, c'est un kit d'accompagnement. C'est un kit d'exploitation. Donc, quand on a une machine, il faut bien la faire tourner. C'est à peu près dans le même état d'esprit que Tahdi. Donc, il est destiné aux agriculteurs, éleveurs, individuels ou collectifs, groupements économiques, etc. Alors, le fixe qui est bien dans ce qu'il est dit, d'abord, il est bonifié à 100%. C'est important de le souligner. Et je vais vous dire, quelque part, il n'est pas limité. Il suffit que celui qui a une exploitation justifie le besoin. Parce que là, on est dans le concret. Vous avez une unité de production qui fait 100 heures, on ne peut pas faire 200 heures. Donc, pour chiffrer les besoins de l'entreprise, il suffit de voir ses bilans, ses états financiers, pour voir si elle est à 100% ou à moins, oui, le reste. Donc, elle permet aux entreprises actuellement de fonctionner avec des matières premières, etc. Notamment en matière de lait. À Tizi, actuellement, nous sommes en train d'identifier tous les acteurs de la filière lait, éleveurs, collecteurs, transformateurs. On est en train de voir avec eux individuellement comment leur faciliter l'acquisition de lait. Parce que chez Khaled dit, nous sommes à 50% à peu près des capacités de production. Nous, on a fait le pari avec eux, avec l'étiquette d'Elfic justement. On met à leur disposition un fonds de roulement. Ils ont les éleveurs en face, mais en matière de rupture de financement, etc., il n'y a pas de problème. Et là, mais je pense que c'est un problème d'approvisionnement en aliments, en fourrage. Il n'y a pas que le fourrage. C'est ça. Il n'y a pas que le fourrage. Actuellement, je sais que les pouvoirs publics ils ont lancé des expériences en matière de fourrage à l'échelle nationale. Sauf que dans le cadre de la ligne de Tahdi, à Elfic, on peut aussi acquérir le fourrage. C'est-à-dire que s'il n'est pas disponible localement. Localement, en Kabylie, n'est pas à vocation, disons, il n'y a pas de parcours pour assurer un cheptel très grand, où est-ce qu'ils peuvent paître. Je vous dis, j'ai été aux Ouad il y a vendredi, j'ai vu des plaines, très belles plaines, aucune vache sur le chemin. Là, j'ai posé la question aux agriculteurs. Là, c'est une section, même il y a toujours, il n'y a rien du tout. Oui, parce que là, il y a l'argent facile au niveau donc, du coût de la route de foin qui arrive à 1000 dinars, dépasse 1000 dinars, il laisse en jachère, c'est mieux que le produit de la poche. Sauf qu'actuellement, quand on discute avec les laiteries, en matière de recrutement, ça pousse, parce que quelque part, vous êtes à 50% de capacité. Aujourd'hui, les éleveurs en face, ils répondent. Nous aussi, on agit aussi sur la demande et l'offre. Parce qu'on est en train de mettre en place aussi un nouveau financement. On est en train de financer encore de nouvelles vaches, etc. Donc la boucle, elle est bouclée. Donc les premiers résultats que nous avons, enfin, première conclusion, 1, sur l'emploi, ça monte. 2, c'est que le prix du marché des produits est en train de baisser, donc bonheur des consommateurs.
3, c'est que les transformateurs sont en train de revenir à un travail de qualité. Ah, très bien. Ça, c'est un constat pas plus loin qu'hier. Je fais un point avec certains. C'est ça qu'on assiste à une chute des prix. Pourquoi? Parce que tout simplement, on les accompagne. Il y a un accompagnement financier derrière. Donc le crédit fait qu'il peut aller jusqu'à 24 mois, de 9 à 24 mois. La liste des actions qui sont finançables dans le cadre de cette ligne FIC, acquisition d'intrants, acquisition de produits agricoles entreposés, repeuplement, travaux, acquisition d'emballage, etc. Ça veut dire qu'une entreprise qui veut faire de l'emballage de qualité, on peut financer ça. Une entreprise qui peut acheter de l'ensilage, par exemple, au sud, on peut financer ça. Ça veut dire quelque part, le crédit bancaire ne répond pas à toutes les problématiques. Je suis d'accord avec vous. Mais au moins, pour les entreprises qui ont une expérience, qui sont bien structurées, etc., et sont satisfaites. Qui peuvent assurer. Ah, oui. Oui. Il y a un phénomène que j'ai observé sur le site. Certains industriels locaux ont eu des parcelles de terre au sud, importantes, pour faire le forage. Un petit peu la logique d'intégration, comment elle se met en place. Vous avez une unité industrielle à Tizi-Ouzou, vous n'avez pas suffisamment de forage pour aller au sud. C'est un business à part entière. Donc vous vous équipez, vous alimentez, etc. vos animaux, et le reste vous le vendez. C'est nouveau. Hein. Alors, grosso modo, bon, je ne vais pas trop tarder. S'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Au niveau des forages, oui. Est-ce que vous accompagnez aussi ceux qui veulent donc forer pour avoir... Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre du THD. La première partie du THD, c'est la partie hydraulique. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Développement de l'irrigation agricole. Donc ça en tant que banque pour le développement agricole, d'agriculture rurale. Effectivement, donc vous avez développé un petit peu tout ce qu'il faudrait, pour qu'il y ait un développement, une dynamique au niveau donc de l'agriculture de montagne. Et on voit à travers donc votre exposé que finalement il y a une aide de l'État sous forme donc qui est méconnue, je dirais, qui est méconnue. Donc maintenant on voit un peu plus clair par rapport à ça. Donc il y a quand même des opportunités pour. Il suffit de s'organiser finalement. Il suffit de s'organiser. Et puis on a beau parler, mais on reviendra toujours vers l'organisation. L'organisation, c'est tout à fait ça. Donc sans trop tarder, je passerai la parole à l'assistance ici présente, s'il y a des questions à poser, pour enrichir un petit peu.